Bonjour chers étudiants et bienvenue dans une nouvelle série de l'électrostatique dans laquelle je vais m'intéresser essentiellement aux problèmes de symétrie et de calcul de champ électrique par la méthode directe. Je vous rappelle la méthode générale à suivre et on va l'appliquer dans un cas simple, ensuite dans un cas qui va vous apparaître très compliqué, mais vous allez voir, si on adopte clairement la méthode suivie, le calcul sera extrêmement simple. Bon, je prends un premier exemple très simple. On vous demande, voilà un carré. Au sommet, vous avez 4 charges, plus Q au point A, moins Q au point B, plus Q au point C et moins Q au point D. On vous demande de montrer par symétrie, c'est-à-dire sans faire aucun calcul, que le champ créé par ces 4 charges au centre du carré doit être nul. Bien. Si je vous dis le champ XY, est-ce que c'est un plan de quoi? Le plan que contient le carré. Donc c'est un plan de symétrie. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Parce que l'image de chaque charge, c'est elle-même. Donc chaque point, son symétrique, c'est lui-même. Donc deux charges en deux points symétriques sont identiques. Donc c'est un plan de symétrie. Vous savez que si un système admet un plan de symétrie, le champ est obligatoirement dans le plan de symétrie. Donc je peux déduire que la composante suivant l'axe Z, elle est nulle. C'est-à-dire la composante perpendiculaire à ce plan, elle est nulle. J'ai une composante non nulle. OXZ, c'est-à-dire O, voilà l'axe Z, c'est le champ qui est perpendiculaire au plan de l'écran qui passe par O. Est un plan de quoi? Vous voyez, par rapport au plan XZ, l'image de cette charge, c'est celle-là. L'image de celle-là, c'est celle-là. Donc l'image d'une charge, c'est une charge égale et opposée. Donc c'est un plan d'antisymétrie. Si c'est un plan de symétrie, ça veut dire que vous êtes sûr que le plan est perpendiculaire au plan XZ, donc obligatoirement, il doit être suivant OY. Ça veut dire la composante suivant X est égale à la composante suivant Z égale à 0. Donc GEZ, donc ça veut dire ce plan suffit. Normalement, ça, j'ai même pas besoin, parce que ce plan me dit tout de suite que X, Z égale à 0. Maintenant, prenons le plan OY au Z, ce plan-là. Donc l'image de la charge A, c'est la charge B. L'image de la charge D, c'est la charge C. Donc c'est aussi un plan d'antisymétrie. Si c'est un plan d'antisymétrie, le champ va être perpendiculaire au plan OY au Z. Donc il doit être suivant EX. Ça veut dire EY égale EZ égale à 0. Donc EX égale à EY égale EZ. Donc les trois composantes sont nulles. Donc le champ égale à 0. Donc vous voyez, rien qu'avec la symétrie, sans même faire de calcul, le champ il est nul. Mais bien sûr, on peut le vérifier facilement aussi en représentant le champ créé par la charge. C'est un champ dirigé de la charge vers l'extérieur. Créé par la charge moins Q, c'est un champ qui est dirigé vers la charge. Créé par la charge C, c'est dirigé de la charge vers l'extérieur. La charge créée par moins, c'est un champ qui est dirigé vers la charge. Donc vous voyez bien ce vecteur plus celui-là 0, celui-là plus celui-là, c'est 0. Donc voilà un premier exemple. Prenons un deuxième exemple qui va vous paraître très compliqué, c'est-à-dire par exemple on s'intéresse au champ créé au sommet d'une montagne qu'on va modéliser par un cône. Donc vous avez un cône de hauteur h, ici de centre O on va dire, qui est chargé uniformément avec une densité volumique ρ, et on va essayer de déterminer le champ au point O. Mais auparavant, on va vous demander d'abord une question préliminaire classique. Déterminer le champ créé par un disque chargé avec une densité surfacique sigma en un point de son axe. Ça, c'est un cas vraiment académique. Je vais le refaire, mais je pense que vous connaissez tous la réponse. Ensuite, vous allez appliquer ce résultat pour déduire le champ créé par un cône de révolution de hauteur h, de demi-angle au sommet alpha. Donc cet angle-là, il est alpha, de charge volumique ρ, uniforme ρ. D'accord? Détermine le champ créé par ce cône au point O. Donc voilà, très bon exercice qui va vous obliger un peu à bien réfléchir, essayer de bloquer la vidéo, bien de télécharger l'énoncé, de le bien travailler avant de regarder la solution. Bien, revenons au cas classique, cas du disque chargé avec une densité sigma. Quelles sont les étapes à suivre pour déterminer le champ par une distribution de charge quelconque, par le calcul direct? Vous avez 4 étapes, je vais les numéroter 1, 2, 3 et 4. Et je vais suivre exactement ce canevas. Première chose, c'est bien sûr d'abord de déterminer la symétrie des invariances. Deuxième point, de déterminer le champ créé par un élément de charge D2Q, de le bien paramétrer.
Ensuite, quelles sont les composantes non nulles d'après la symétrie? Et en dernière étape, faire le calcul. Et dans le calcul, s'il y a des variables dépendantes, il faut les exprimer en fonction d'une seule. Bien, allons-y donc la symétrie. 1. Je vais suivre exactement l'étape symétrie. Toujours la symétrie, ça dépend du point où vous voulez calculer le champ. Donc ce point, je l'appelle M. Donc si vous allez déterminer les plans de symétrie, le plan d'antisymétrie, il faut toujours qu'il commence par M, plus 2 axes. Est-ce qu'il y a d'un plan d'antisymétrie? C'est même pas la peine d'y penser parce que vous avez une densité uniforme, partout positif, impossible d'avoir un plan d'antisymétrie. Est-ce qu'il y a des plans de symétrie? Oui, vous avez en fait une infinité. Tout plan qui contient l'axe au Z est perpendiculaire, qui est perpendiculaire au disque, c'est un plan de symétrie. Mais on va donner deux. Le plan MXZ et MYZ. Deux plans de symétrie. Deux plans de symétrie. Donc le champ va appartenir à l'intersection des deux. Quelle est l'intersection des deux? Vous le voyez bien, ZZ. Donc, d'après la symétrie, E est égal à E suivant EZ. Je répète, la symétrie vous dit juste la direction. Il ne vous informe pas sur le sens. Est-ce que c'est plus EZ ou suivant EZ? Il ne vous dit aucune information sur la dépendance. Est-ce qu'elle dépend de R, θ ou Z? Très important. Maintenant, toujours la symétrie, on va enchaîner avec les invariances. Bon, on n'a pas besoin parce que là, on veut déterminer le champ sur l'axe. Or, au point M, vous voyez bien que si je travaille en coordonnées cylindriques, ρ est égal à θ égale à 0. Donc, au point M, j'ai bien sûr, puisqu'il appartient à l'axe Z, ρ égale à θ égale à 0. Donc, je suis sûr que le champ au point M ne dépendra E de Z, il sera suivant Z. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit la symétrie? Très bien. Deuxième point. Champ créé par un élément de charge D de Q. Donc je prends un élément de charge quelconque de ma distribution. Je l'ai pris ici par exemple. Voilà un élément de charge D de Q. J'ai une distribution surfacique, donc D de Q. Tout de suite, ce sera sigma D de S. Donc je dois paramétrer mon élément de surface. Donc vous êtes dans un plan. D'où l'intérêt que j'ai des vidéos que j'ai proposées pour les différents systèmes de coordonnées. Vous êtes dans un plan, bien sûr, vous pouvez travailler en XY, mais c'est très difficile. Donc, lorsque vous avez un disque ou une distribution plane, disque, cercle, le mieux de travailler en coordonnées polaires. Donc, je vais paramétrer cet élément de surface par les coordonnées polaires, tout simplement, que vous connaissez ρ et θ. Donc, mon élément de surface, c'est d de ρ fois ρ d de θ. Donc, deuxième point, je vais dire un élément de charge D de Q va me donner un champ D de E qui est par définition D de Q sur 4 pi epsilon 1 sur R carré suivant le vecteur unitaire U. Bien sûr, le vecteur unitaire U, c'est le vecteur toujours dirigé de la charge vers le point M où vous calculez le champ. Donc voilà mon vecteur D de E. Je le représente au point M. Bien. Avec bien sûr, avec D de Q est égal à sigma D de S. Et comme je dis, j'ai paramétré D de S en coordonnées polaires, c'est ρ, D de ρ, D de θ. Voilà, donc j'ai tout paramétré, voilà, ça suffit. Je passe à la troisième étape. Je ne calcule que la composante non nulle. Qu'est-ce qu'elle me dit la symétrie? Il me dit que le champ suivant OZ. Donc je m'intéresse uniquement à la projection de E suivant l'axe Z. J'ai introduit cet angle alpha pour faire la projection. Donc, par la composante non nulle, c'est quoi? C'est D de EZ est égal à D de E cosinus alpha. Donc, en définitive, voilà ce que je dois calculer. C'est D de EZ qui est égal à sigma sur 4 pi epsilon 0, ρ, D de ρ, D de θ sur R carré fois cosinus alpha. Voilà ce que je dois calculer. Arrivé à ce stade, il faut poser la question est la suivante. Donc, troisième étape, quatrième étape, il faut passer au calcul. Mais vous voyez que vous avez des variables dépendantes qui sont ρ, alpha et R. On les appelle des variables dépendantes. Θ ne dépend pas de ρ et de alpha. Vous voyez que si je fais varier ρ, je prends un point ici,
Si je prends un autre point ici, vous voyez bien ρ varie, alpha varie et R varie. Par contre, θ, il est la même. Tous les points de cet axe, ils ont la même valeur de θ. Mais si je change le point, vous avez alpha qui change, R qui change. Donc, je dois exprimer, troisième étape, exprimer alpha, ρ et R en fonction, ces trois variables, en fonction d'une seule variable. D'une seule. Et souvent dans ces cas-là, de préférence d'utiliser tangente. Donc, je note ici cette distance Z, la distance OM. Vous voyez bien que tangente alpha, c'est ρ sur Z. Donc, tangente alpha, on a, ça, vous le notez une fois pour toutes parce que c'est presque les mêmes calculs dans pas mal d'exercices en électrostatique. Tangente alpha, on a dit c'est ρ sur Z. Donc, je peux déterminer tout de suite d de ρ, qui est égal, d de ρ est égal à Z fois la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré alpha d de alpha. Donc, voilà, j'ai exprimé d de ρ. Donc, exprimer alpha, ρ et d de ρ aussi. D de ρ. Donc, voilà, j'ai exprimé d de ρ. Bien sûr, et en même temps, j'exprime ρ aussi. ρ est égal à Z tangente alpha. Donc voilà, ceci me permet d'exprimer, voilà la première étape que je dois encadrer. J'ai exprimé ρ et d de ρ en fonction de alpha. Donc Z, je vous rappelle, Z c'est une constante. Je calcule le champ en un point M. Donc Z il est fixe. Bien, qu'est-ce qu'il me reste à exprimer? Petit r. Donc là, toujours, vous revenez sur le schéma pour exprimer R en fonction de alpha. Donc vous avez bien sûr, vous pouvez utiliser sinus, cosinus. Mais si vous utilisez sinus, il va vous apparaître, ρ va apparaître de nouveau. Donc là, de préférence, utilisez cosinus. Donc cosinus alpha est égal côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est Z sur R. Donc on a aussi cosinus alpha est égal à Z sur R. Donc 1 sur R est égal à Z sur cosinus alpha. Voilà, j'ai exprimé R. Donc j'ai exprimé ρ, j'ai exprimé R et j'ai exprimé d de ρ en fonction de alpha. Donc, je passe au calcul. Quatrième étape, quatrièmement, je passe au calcul. Donc, j'ai d de E est égal à sigma sur 4 pi epsilon 0. J'ai dit θ, elle est indépendante. Qu'est-ce qu'il me reste dans le calcul? Donc, il me reste ρ. Donc, je le remplace par Z tangente alpha. D de ρ, je le remplace par Z sur cos carré alpha. 1 sur R carré, je le remplace par Z carré sur cos carré alpha. 1 sur R carré, donc c'est cos ici. Si c'est inverse, c'est cosinus alpha. Vous voyez, c'est cosinus alpha sur Z. Donc là, je change. C'est cos carré alpha sur Z carré. Voilà, et vous voyez que beaucoup de choses vont se simplifier, fort heureusement. Cosinus avec cosinus, Z avec Z, c'est Z carré va disparaître. Il me reste encore ici, bien sûr, je n'ai pas terminé, il me reste le cosinus alpha. Donc cosinus alpha fois tangente, il va rester sinus. Donc vous voyez dans tout ça, qu'est-ce qu'il va rester? Sigma d de θ sur 4 pi epsilon 0, sinus alpha d de alpha. Donc, vous voyez, donc, parce que tangente fois cosinus, c'est sinus. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a deux étapes importantes. C'est d'exprimer ρ et d de ρ en fonction de alpha. Et souvent, on utilise tangente. Et puis, R, vous avez cosinus alpha, c'est Z sur R. Donc, 1 sur R, c'est cosinus alpha sur Z. Je remplace dans l'expression de E et vous voyez qu'il me reste quelque chose de très, très facile. Donc, j'enchaîne. Donc, d de E est égal à sigma sur 4 pi epsilon 0. Maintenant, je passe à l'intégrale d de θ. θ varie entre 0 et 2 pi. L'intégrale de quoi? De sinus alpha d de alpha, entre quoi et quoi? Bon, pour décrire tout le cercle, vous voyez bien l'angle minimum de alpha, c'est celui-là, lorsque le point M, point O. L'angle maximum, c'est ici. Donc, j'arrive au centre. Donc, l'angle maximum, cet angle, je l'appelle alpha 0. Vous voyez que cosinus alpha 0 est égal à quoi? Est égal à Z, sinus alpha 0. Sinus alpha 0, c'est le côté opposé, c'est le rayon du cercle sur ce petit r, sur R. Et R, c'est sur cette distance-là, je l'appelle R. Bon.
D'accord? Voilà. Donc j'enchaîne. Donc j'ai déjà écrit, voilà, entre 0 et j'appelle ça alpha 0. Voilà, l'angle maximum. Donc voilà, donc c'est égal, donc ça c'est E, et non pas D de E. Donc le champ total, ça sera sigma, l'intégrale de 0 de pi, ça vaut donc 2 pi, je simplifie, il me reste 2 epsilon 0. L'intégrale de sinus, c'est moins cosinus alpha, moins cosinus alpha entre 0 et alpha 0. Et en définitive, mon champ, ça sera sigma sur 2 epsilon 0, facteur de moins cosinus alpha 0 plus 1, ça veut dire 1 moins cosinus alpha 0, qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1. Je répète, cosinus alpha 0, ce côté adjacent, c'est Z, c'est ça, Z. Donc c'est Z sur, ou R plutôt, cosinus alpha, c'est l'intégrale de, attendez. Tangente, c'est sinus sur cosinus. Oui, c'est ça, sinus, cosinus, c'est sinus. Donc il me reste cosinus. Cosinus, c'est moins sinus. Donc c'est moins sinus. Je vais vérifier. Donc c'est bien cosinus alpha 0 qui est égal à, effectivement, Z sur R carré plus Z carré à la puissance 1 demi ici. Bon, pourquoi ça devient tout ça? Vous avez le disque, il est là. D'accord? Donc j'ai, voilà l'axe au Z. L'axe au Z. Et bien sûr, alpha 0, c'est cet angle-là. L'angle maximum, voilà alpha 0. Et ça, c'est le rayon grand R. D'accord? Donc vous voyez bien que cosinus alpha 0, cosinus alpha 0 est égal à Z sur cette distance qui est racine carrée de R carré plus Z carré. Sur R carré plus Z carré à la puissance 1 demi. Voilà le champ créé par ce disque. Donc on va dire un petit mot si vous voulez pour cas particulier, plan infini. Bon, si vous avez un plan infini, qu'est-ce qu'il faut tendre ici vers l'infini? C'est le rayon. Donc si R tend vers l'infini, ce terme tend vers 0, et donc le champ, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Voilà le champ créé par un plan infini. Bon, ça c'est un exercice très très classique. Je passe maintenant au cas plus concret, c'est-à-dire le champ créé par le cône. Donc ça c'est l'exercice 2. Vous voyez, ça paraît... Comment on détermine le champ créé par cette distribution au point O? Ça paraît extrêmement compliqué, mais vous allez voir, la démonstration, elle est très simple. Souvent en électrostatique, on vous donne un problème en deux parties. La première partie, c'est calculer le champ créé par un disque. Maintenant, comment je dois utiliser le champ créé par un disque pour calculer le champ créé par un cône chargé en volume? Eh bien, l'idée, c'est qu'il faut partager ce cône en plusieurs disques d'épaisseur D2Z. Voilà, je prends un disque ici, voilà, d'épaisseur D2Z, qui est chargé avec une densité surfacique sigma. Donc, soit un disque d'épaisseur D2Z chargé avec une densité uniforme sigma. Une densité uniforme sigma. Et bien sûr, ce disque, on va dire disque de rayon petit r. Donc de rayon petit r. Et cette distance-là, je l'appelle Z. Ce centre, je l'appelle O. Or, on vient de montrer qu'un disque chargé avec sigma va créer un champ au point M qui va être, que je vais le noter D de E maintenant, parce que mon disque, ça sera ma charge élémentaire. Donc ce disque va créer un champ D de E au point O qui est égal, d'après ce que je viens de démontrer, sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins cosinus alpha 0, suivant EZ. Avec alpha 0, c'est l'angle total sur lequel je regarde le disque. Vous voyez? C'est clair. D'accord? Je prends un disque, n'importe où, à une hauteur h quelconque. Ça, c'est le rayon total du cône. On va le noter grand R. Sa hauteur, c'est h. D'accord? Donc, j'ai pris un disque de rayon petit r, vu sous un angle alpha 0 à partir du point O. D'après l'exercice numéro 1, je suis sûr que le champ créé par ce disque, ce qui est ma charge élémentaire, va être sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins cosinus alpha 0.
Dans ce type d'exercice, la seule difficulté, c'est relation. Il faut chercher la relation entre sigma et rho. Et là, je vous conseille tout de suite de tout simplement d'écrire D de Q dans les deux distributions. En distribution volumique, ce sera rho fois D de V. En surface X, ce sera sigma D de S. Donc, si je prends ici un disque, voilà, d'épaisseur D de Z. Voilà mon élément de surface. Quel sera l'élément de volume? L'élément de volume, c'est D de S fois D de Z. Donc cet élément de volume, ça sera ρ D de S fois D de Z. C'est égal à sigma fois D de S. Donc D de S, c'est un élément de surface de ce plan-là. Bon, je veux dire le plan XY. Donc je prends un élément de surface. Si je veux construire un élément de volume, il faut multiplier cet élément. Voilà, c'est un élément, bon, si vous voulez, un élément de surface du plan. Voilà, mon élément de surface D de S. Si je veux construire un élément de volume, je lui ajoute bien sûr D de Z. Voilà, j'ai mon élément de volume. D'accord? Et vous voyez bien maintenant la relation apparaît très facilement. Vous allez simplifier par D de S, et ça vous allez trouver sigma est égal à ρ fois D de Z. Voilà la relation magique qui nous reste à déterminer. Bon, maintenant il suffit d'insérer sigma ici par sa valeur. Allez, je vais l'écrire tout de suite. Je vais effacer ici sigma et je vais le mettre. Je vais la remplacer par ρ D de Z. ρ D de Z. Après, vous intégrez bien sûr, qu'est-ce qui est la variable? La variable, c'est Z. Z varie entre ce point et ce point, c'est H. Pourquoi? Parce que tous les autres disques, si je prenais un autre, est-ce que alpha 0 est une constante? Parce que si je prends un autre disque ici, lui aussi, il va créer un champ D de E, qui est donné aussi par ρ D de Z, facteur de 1 moins cosinus alpha 0. C'est ça ce qui rend l'exercice beaucoup plus simple. Alpha 0 est les constants pour tous les disques. D'accord? Donc voilà. On va définir donc tout simplement le champ total. Vous voyez, c'est très simple. Ça sera sigma. Donc, ρ sur 2 epsilon 0, c'est une constante. Sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins cosinus alpha 0, l'intégrale D de Z entre 0 et H, suivant Z. Et en définitive, on arrive à notre fameux champ E est égal à ρ fois H sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins cosinus alpha 0, suivant Z. Voilà. Pour cet exercice qui apparaît difficile, vous voyez que le calcul, si on adopte correctement la méthode à suivre dans le calcul direct, et je vous conseille dans n'importe quel exercice de champ électrique par la méthode directe, essayez de suivre ce canevas. D'abord la symétrie des invariances, donner l'expression de champ D de E créé par une charge D de Q, paramétrer bien cet élément de charge, s'il s'agit d'un élément de longueur, exprimez-le correctement, D de S, et l'exprimer correctement, D de taux, l'exprimer correctement, cherchez quelle est la composante non nulle, donc ne calculez que cette composante, c'est-à-dire vous projetez votre vecteur D de E sur les axes où la composante est non nulle. Supposons qu'on a deux composantes non nulles, je dois calculer D de EZ séparément, D de X séparément par exemple. Et si vous avez des variables qui sont dépendantes, comme ici, ρ, alpha et R, il faut les exprimer en fonction d'une seule. Souvent, en fonction de l'angle, c'est plus facile. Voilà pour cet exercice. Bien sûr, sur la chaîne, vous avez énormément de TD corrigés en électrostatique. Vous avez des QCM corrigés. Vous avez des devoirs surveillés aussi corrigés. Il suffit d'aller sur la playlist électrostatique et vous aurez tous les TD, tous les cours en détail. Voilà, bon courage, bonne continuation. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partagez-la avec vos amis et à très bientôt.